Bonjour, alors je souhaiterais faire un petit vidéo conférence sur le rôle des émotions en éducation à partir des travaux du docteur Brian Lynch, qui était philosophe au départ et a fait des études de psychiatrie. Il est donc médecin, psychiatre, et il s'est intéressé au rôle des émotions dans le parcours de chacun et l'importance de ces émotions. Il a écrit un livre, Knowing Your Emotions, connaître vos émotions. Il a été publié à Interest Book à Chicago en 2010. Donc, je vais me référer à ses travaux. Et ça a été très intéressant pour moi de me pencher sur la question des émotions, parce que c'est un petit peu comme si j'étais entrée dans la boîte noire de ce qui se passait en salle de classe lorsque les étudiants n'étaient pas intéressés, ou même lorsqu'ils étaient malheureux de venir à l'école, ou lorsque nous, en tant qu'enseignants, on était malheureux, ou j'avais des collègues qui ont traversé des situations de burn-out. Mon premier poste en France comme maître auxiliaire de philosophie, je l'ai eu après qu'une de mes collègues ait eu une dépression profonde. Et donc, en fait, j'ai commencé à comprendre à partir de l'étude des émotions pourquoi finalement c'est si difficile parfois de prendre plaisir, de s'intéresser à un contenu culturel. Et puis, vous savez, la plupart du temps, lorsqu'on fait des études, on observe beaucoup, on s'observe, on observe les autres, mais on n'est pas vraiment à l'écoute de nos émotions. Parce que si on était à l'écoute de nos émotions, parfois dans des situations très froides, très compétitives, des organisations scolaires, qu'elles soient, je veux dire, du primaire, du secondaire ou de l'université, peut-être que si on écoutait ses émotions, on prendrait la fuite. En fait, devant un intérêt qui est bloqué, Brian Lynch nous explique qu'il y a 4 possibilités. Soit on évite, soit on attaque, soit on s'attaque soi-même, ou on recule, on s'enfuit. D'ailleurs, la Borit a écrit un très bel ouvrage à ce sujet, L'éloge de la fuite. Alors, je voudrais travailler très progressivement avec cette question. C'est une introduction, une première étude, et être à l'écoute de nos émotions lorsque nous n'avons plus envie, nous ne sommes plus intéressés d'aller à l'école ou de pratiquer le métier d'enseignant ou de chercheur ou de professeur universitaire, et essayer de comprendre finalement qu'est-ce qui a lieu à ce moment-là. Et puis, la première étape, ça a été pour moi de comprendre un concept assez simple. Je vais le dire en anglais, puis je vais le traduire. The idea that emotion comes first, and then we think and do, or do and think. Ça, c'est la première étape du livre du docteur Brian Lynch, c'est-à-dire le concept que l'émotion vient d'abord, puis on pense et on agit, ou on agit et puis on pense. Alors, si l'émotion est un intérêt,
parce qu'il dit qu'une de nos premières émotions, et une des plus positives, c'est l'intérêt, notamment lorsque c'est un intérêt mutuel. Disons que lorsque les élèves sont intéressés, que le cours se déroule bien, que les personnes écoutent, que le retour pour l'enseignant est narcissiquement positif, enfin tout se passe bien, la transmission a lieu, je veux dire, c'est pas la peine de faire une vidéo. Mais, et puis, je pense que tout le monde a déjà expérimenté ce scénario dans sa vie d'étudiant ou de professeur. Ce scénario où finalement on est motivé, intéressé et où on risque l'apprentissage et c'est assez fascinant d'étudier pourquoi certains enseignants nous intéressent plus que d'autres. Et donc, le problème, c'est que c'est pas courant. La plupart du temps, nous avons des problèmes en salle de classe où les enseignants rencontrent des problèmes, où les élèves rencontrent des problèmes. Il y a des gens qui s'ennuient en classe, qui ne sont pas intéressés. Il y a des professeurs qui ne sont pas motivés ou qui ont perdu leur motivation en cours de route. Et cela, c'est assez fréquent dans toutes les écoles et dans toutes les universités du monde, les problèmes émotionnels pendant un parcours d'apprentissage. Donc, finalement, il nous arrive bien souvent de sentir un ennui, un désintérêt, une irritation, une gêne, même parfois un sentiment de honte lorsqu'on n'arrive pas à apprendre, un sentiment de culpabilité, lorsqu'on ne comprend pas, et puis bon, on agit de façon, finalement on quitte l'école, on quitte le métier, on déprime, puis on pense après. Bon, finalement, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et en général, on pense avec l'aide de spécialistes. On a actuellement toute une hyper-médicalisation des problèmes scolaires qui a été vue par Philippe Mérieux dans son dernier ouvrage. Et donc, ce que j'aimerais ajouter, c'est que devant une situation de désintérêt, bien sûr, il y a un sentiment d'abord. Il y a un sentiment qui émerge. Mais devant ce sentiment qui émerge, qui est un sentiment, une émotion, disons, négative, le prof entre, et puis on l'aime pas. On dit, ah, ça va pas être facile cette année. À la fin du premier cours, on dit souvent que le premier cours est le plus important parce qu'à la fin du premier cours, on sait comment va se dérouler l'année, on sait si ça va être intéressant ou pas, on sait si ça va nous plaire ou pas. C'est très rapide. On juge tout de suite et des fois on juge sans réfléchir, on juge très intuitivement. Et Paul Ricoeur appelle ces jugements les jugements prima facie dans son livre Soi-même comme un autre. Paul Ricoeur est un philosophe et aussi un linguiste et il a identifié que nous avons des raisonnements qui sont portés par l'émotion. Nous en France, on va appeler ça des préjugés finalement. Les jugements prima facie, c'est un peu des préjugés. C'est-à-dire que, hop, on sent, puis on juge. Puis, on va réfléchir après, on va agir après. Et souvent, on agit, puis après, on réfléchit. Alors, il y a plein de jugements comme ça à l'école. Je déteste les maths, ce prof-là, je ne le supporte pas. Ou alors à l'inverse, hein, parce qu'il y a l'inverse. J'adore ce professeur. Ce professeur-là, c'est mon professeur préféré. Et tout ce qu'il dit, ce professeur, moi, je l'adore.
Je trouve ça vraiment très intéressant. Et puis, ce que les autres professeurs disent, ça m'intéresse beaucoup moins. Moi, j'aime aller à ce cours-là. Et puis, il y a les professeurs qui trouvent certains élèves très intéressants. Ils disent, ah, cette élève-là, elle est vraiment intéressante, ou cet étudiant, je le trouve remarquable, parce que finalement, il nous renvoie une image positive de nous-mêmes, ils sont intéressés, et Brian Lynch dit quand l'intérêt est mutuel, quand il y a quand l'un s'intéresse à l'autre, la situation d'agressivité n'existe pas. Il y a une situation idéale d'apprentissage. Bon. Donc, mais nous élisons, nous choisissons nos intérêts et nos désintérêts de façon bien souvent consciente, mais irrationnelle. Et ces jugements prima facie, moi je les ai appelés des attitudes non intentionnelles. Parce que ce sont des attitudes conscientes d'évaluation, mais ce sont des attitudes que nous ne maîtrisons pas. Nous dévaluons, nous surévaluons tout de suite en salle de classe, et c'est très émotionnel. C'est porté par les émotions, ces évaluations. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que, bon, d'habitude, on dit, il y a un stimuli, et puis ensuite il y a une réponse. Et Brian Lynch dit non, il y a un stimuli, il y a une émotion, et ensuite il y a une réponse. Et je dirais qu'en classe, à l'école, il y a un stimuli, il y a une émotion, il y a une évaluation, et ensuite il y a une réponse. Et cette réponse, ça peut être une réponse réfléchie, ou ça peut être une réponse d'action spontanée et irréfléchie, et une réflexion qui vient ensuite. Par exemple, je vous dis, ah super, on va apprendre à nager aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être génial, on va apprendre à nager. Puis en face de moi, il y a quelqu'un qui se met à avoir peur et dit, comment on va apprendre à nager? Puis qui se souvient de l'évaluation de ses parents, de toute façon, t'es bonne à rien, toi. Alors, je vais dire, moi, je vais me noyer dans cette piscine. Et la réponse va être non, moi, je ne veux pas apprendre à nager. Et donc, si on veut modifier un problème émotionnel à l'école, comme la peur, mais ça pourrait être aussi la culpabilité, la honte, il va falloir travailler sur les évaluations et sur les attitudes non intentionnelles et sur les évaluations non intentionnelles. Donc voilà, je voudrais me référer pour terminer à Philippe Mérieux dans son livre Apprendre oui mais comment, où il dit apprendre, c'est faire quelque chose sans savoir le faire pour apprendre à le faire. Donc c'est apprendre à nager sans savoir nager pour apprendre à nager. Il faut donc de la confiance, il faut donc de l'intérêt et un intérêt mutuel. Et bien sûr, il faut que l'enseignant dise on va apprendre à nager, mais je vais avec toi dans la piscine. L'eau est peu profonde, tu n'es pas tout seul dans cette situation, et qui valorise le potentiel de chacun. C'est évident que si quelqu'un se met à crier mais attention, mais c'est dangereux, mais tu peux te noyer, ça va difficulter énormément l'apprentissage. Donc nous avons à réfléchir sur ces contenus émotionnels dans les situations d'apprentissage et notamment sur ces évaluations non intentionnelles qui viennent parasiter et difficulter une relation pédagogique. Merci de votre attention et à très bientôt, j'espère, pour continuer ces réflexions sur les émotions dans un contexte d'apprentissage.